Si Billy Bat est sans aucun doute le manga le plus ambitieux du duo Naoki Urasawa-Takashi Nagasaki dans la forme et dans la technique, il l'est aussi dans le fond. La vidéo que vous regardez se veut être une analyse de l'œuvre, ou du moins d'une partie de l'œuvre. Ainsi, votre hôte pour les minutes à venir est libéré des chaînes du spoil. L'intrigue du manga repose sur l'identité de Billy Bat. Qui est-il et quels sont ses objectifs? De ce fait, à l'image du manga, ces questions vont sous-tendre l'analyse que nous allons en faire, pour finalement y répondre en fin de vidéo, une fois tous les éléments en tête. En faisant de la BD son personnage principal de l'œuvre, à travers les dessinateurs, Urasawa évoque clairement la puissance que les histoires peuvent avoir sur notre espèce. C'est quelque chose qu'il exprime à de multiples reprises dans les dialogues. On retrouve de nombreux passages où Billy, ou d'autres personnages, poussent les différents Kevin à dessiner dans le but de changer le cours des choses. Accorder un tel pouvoir aux histoires n'est pas qu'un ressort scénaristique. Ceci repose aussi sur une base très concrète. Pour mieux comprendre la suite de l'analyse, il nous faut prendre un pas de recul sur l'œuvre avant de mieux y revenir. Homo sapiens, donc nous, est aujourd'hui une espèce qui a réussi à conquérir l'ensemble de la planète. Pour ce faire, nous coopérons quotidiennement avec des gens que nous ne connaissons ni d'Ève ni d'Adam. Quand vous allez vous acheter une paire de chaussures et que vous déboursez le montant nécessaire, c'est parce que votre boutiquier a confiance dans la monnaie que vous lui donnez qu'il est prêt à vous laisser en contrepartie la paire. Monnaie en laquelle vous savez que l'ensemble de la population croit. Pourtant, la monnaie n'est pas une réalité objective. Autrement dit, elle n'existe pas dans la nature. C'est une création humaine, une fiction. Et c'est grâce aux fictions que notre espèce a réussi à accomplir tout ce qu'elle a fait. Il est montré que l'évolution de notre langage, après une modification génétique, s'est d'abord tournée vers le bavardage, ce qui a permis une augmentation du nombre d'informations transmises dans un groupe. À qui peut-on se fier? De qui doit-on se méfier? La conséquence directe de ceci est l'augmentation de la taille des cercles sociaux avec lesquels nous pouvons interagir. La limite numéraire de ce cercle semble être aux alentours des 150 personnes, ce qu'on peut approximer à une tribu. Mais c'est grâce aux fictions qu'on réussit à vivre en société avec des gens que nous ne connaissons pas. Par fiction, on entend ici une réalité imaginaire intersubjective. Ne prenez pas peur devant ces mots, je vais vous expliquer. C'est une fiction partagée par tous ou par un nombre conséquent de personnes qui permet le vivre ensemble. Elle est imaginaire car création d'un esprit humain, ce n'est donc pas un produit de la nature. Elle n'est pas seulement subjective car sinon il ne pourrait pas y avoir collaboration, d'où le inter qui montre qu'elle est partagée. On ne parle donc pas de vos amis imaginaires ou des romances que vous inventez dans votre esprit avec votre coach sportif beaucoup trop sexy. Oula, l'exemple est peut-être trop précis. Cependant, une réalité qui vous est subjective peut devenir intersubjective si vous arrivez à en convaincre les gens. La force des fictions est d'offrir un cadre de valeurs, de principes et de normes qui sert de ligne directrice à la vie des individus. Une espèce animale donnée, dans un milieu donné, aura un comportement constant. Pour que ce dernier change, il faudrait une modification génétique. Tandis que dans le cas de Homo sapiens, la fiction permet la flexibilité. Une même personne peut vivre sous plusieurs régimes fictionnels différents et s'en accommoder, et cela sans modification génétique. Par exemple, une personne née en France en 1770 et qui a vécu 40 ans aura connu la monarchie absolue, la monarchie constitutionnelle, la Première République et le Premier Empire. Différentes fictions avec différentes normes. Avant d'en finir avec cette incartade et de revenir à Billy Bat, on peut résumer les fictions comme étant un élément auquel les individus de notre espèce croient, accordent leur confiance, permettant une collaboration et la vie en société entre des inconnus, comme la constitution, les religions, les différentes entreprises, la monnaie, pour ne citer que les plus évidentes. Et les fictions sont si puissantes qu'elles finissent par se matérialiser. L'éditeur de ce superbe manga, Pika, est une entreprise et n'existe donc pas dans la nature. Pourtant, les livres estampillés Pika, eux, sont bien réels. Les pagodes, églises, temples, etc. sont eux aussi des choses concrètes et palpables, tout comme le billet de banque que vous tenez du bout de vos doigts. Tout ceci sont des produits de la fiction. On parle alors de l'effet matériel des fictions. Si c'est un sujet que vous voulez creuser, je vous mets en description quelques ouvrages vers lesquels vous tournez. Revenons sur Billy Bat et observons le poids qu'accordent Urasawa et Nagasaki aux histoires et à leur capacité à influencer le monde. La première nécessité est de faire en sorte de réussir à imposer un récit fictionnel comme la réalité imaginaire intersubjective dominante. Autrement dit,
avoir une idée ou un concept qui l'emporte sur les autres. Lorsque dans le manga, Hitler dit au faux Chuck Culkin de propager l'image de la chauve-souris et d'en faire une idole, et comme a fini par le comprendre tardivement l'homme dont il ignore l'identité, c'est parce qu'une fois érigé au sommet, à travers les histoires, on peut influencer le monde dans la direction que l'on souhaite. C'est bien là le propre de la propagande, influencer les esprits à travers un storytelling. Et cela, la chauve-souris l'a elle aussi bien compris. Dans sa discussion dans le chapitre 50 avec Lee Harvey Oswald, elle lui explique qu'elle est une sorte de guide pour l'humanité et elle le pousse à protéger Kevin Yamagata de l'homme qui veut l'assassiner. De la même façon, elle fait en sorte que Kevin Yamagata puisse sauver Kevin Goodman d'une balle perdue qui l'aurait tué lors de l'assassinat de Kennedy. Et si elle fait en sorte de conserver ces deux dessinateurs, c'est car elle a besoin de ces deux personnes de grand talent pour leur indiquer, leur murmurer quoi dessiner dans le but d'influencer le cours des choses. Billy Bat a compris la valeur des fictions et il explique à plusieurs reprises que le dessinateur peut changer la façon dont les événements vont se dérouler selon les scénarios qu'ils vont décider de mettre en place. Pour vous donner un exemple concret, en 2009 a été réalisée une expérience dont vous retrouverez un lien dans la description. Elle montre l'impact des telenovelas au Brésil sur la fertilité par femme. Il existe diverses façons d'avoir un impact sur les normes sociales, c'est-à-dire sur l'ensemble des comportements qui régissent un groupe de personnes. Les outils sont les lois, la discussion, les incitations économiques et les fictions. Pour cette dernière, si elle veut être efficace, elle doit permettre l'identification. Dans ces fameuses telenovelas, les personnages féminins ressemblent en tout point aux schémas généraux d'une femme brésilienne, à part sur un point, le nombre d'enfants. Dans ces séries, elles en ont peu ou pas. Ainsi, les chercheurs ont pu observer une baisse de la fertilité sur la population femelle qui regardait ces telenovelas. Dans Billy Bat, lorsque le père Momoshi, au volant de son taxi, demande à Diane Goodman ce qu'elle pense de l'œuvre de la chauve-souris et le héros, elle répond qu'elle n'aime pas la représentation qui y est faite de la population noire. La représentation, ça compte. Mais bien entendu, ça doit être fait intelligemment. Étant donné que toute chose est relative, le meilleur moyen d'estimer la puissance de quelque chose est de le comparer. Et dans le cas d'une histoire, il n'y a pas de meilleur moyen de comparaison que celui de l'énergie fournie pour la dénigrer, la contrecarrer, pour la censurer. Et le degré d'effort mis à contribution dans cette tâche illustre bien la crainte de certains face au potentiel changement que peut entraîner la mise en relation d'une histoire avec un public donné. Par exemple, les livres religieux sont, à la surprise de personne, censurés dans certains pays, comme la Bible aux Maldives ou le Coran en Corée du Nord. Mais de façon plus surprenante, on retrouve aussi le comics The Boys, qui est banni du Qatar, ou encore 50 Shades of Grey en Malaisie. Ces œuvres inspirent la peur chez les décisionnaires de voir les normes sociales régissant leur communauté, leur pays, d'être modifiées, remettant en question l'ordre établi. C'est une idée que l'on retrouve dès le début du manga, quand Kevin Yamagata, de retour au Japon, discute avec le père-fils de Charlie et que ce dernier lui indique que l'armée d'occupation est en train de consulter les vieux documents et que s'il tombe sur quelque chose de dérangeant, alors il le brûle, faisant disparaître en fumée ce qui aurait pu déstabiliser les fondations en place. Par la suite, dans le récit, le personnage de Duvivier perpétue ces pratiques, mais cette fois-ci en ajoutant à son arsenal le meurtre des auteurs. Et comme il le dit lui-même, « Je parcours le monde pour propager la bonne parole ». Un dernier exemple, pour illustrer la censure, c'est évidemment le passage où Kevin Yamagata se fait trancher les mains pour avoir dessiné la chauve-souris. Entendant, quelques minutes avant, ses bourreaux déclaraient « Les faiseurs d'images sont maudits ». Comprendre, les faiseurs d'images sont capables de propager une parole qui n'est pas la leur et d'avoir des gens qui les suivent, les détournant de ce qu'ils considèrent eux comme étant la bonne voie à suivre. Un autre aspect abordé par le manga est la réécriture de notre histoire, non seulement sous le prisme du vœu que peut accorder Billy Bat, mais aussi sous l'angle de la modification des faits accomplis en les arrangeant de la façon qui nous convient le mieux. En gros, créer un storytelling qui nous permet de justifier certaines choses. Je parle ici bien évidemment du fameux adage « Les vainqueurs écrivent l'histoire ». Celui qui en fait le plus les frais dans ce manga, c'est le personnage de Lee Harvey Oswald, autour de qui se crée toute une machination pour faire en sorte de le faire accuser du meurtre de Kennedy alors qu'il est innocent. Et c'est bien pour ça que Kuruzu tue le policier qui tenait en joue Lee et Jackie, car il le dit, ils ont besoin de lui encore un peu. Ils ont besoin de lui pour réécrire l'histoire à leur sauce. Mais il y a une conversation entre Smith et Jiro Shirasu à la fin du tome 1 qui explique parfaitement ce que je suis en train de vous dire.
Monsieur Shirasu, personnalité politique bien connue des Japonais, explique dans le manga, sur l'affaire du meurtre de Shimoyama, que les conséquences peuvent être différentes selon le storytelling qui sera retenu, sans avoir besoin que l'histoire qui sera présentée soit la réalité. Tout ce dont ils ont besoin, c'est que les gens y croient. Ou comme le dit Duvivier dans le tome 9, le seul critère qui rentre en compte, c'est la légitimité. Et c'est pour ça que l'armée fait appel aux meilleurs réalisateurs pour les effets spéciaux pour réaliser un film simulant l'arrivée des astronautes sur la Lune. Dans notre réalité, ce genre de choses ne manque pas et les exemples sont multiples, comme les États-Unis qui mentent pour pouvoir intervenir en Irak ou encore les gouvernements britanniques qui sabotent leurs services publics pour pouvoir dire « Regardez, ça ne fonctionne pas » et ainsi justifier les privatisations, etc. Ainsi, dans cette œuvre, Billy Bat est à la recherche de dessinateurs capables de transmettre, grâce à leur talent, les voies vers lesquelles il veut diriger l'humanité. Dans quel but? Ça, on le verra en fin de vidéo. Et s'il se sert d'auteur comme messager, c'est parce qu'il sait le pouvoir que peut renfermer les histoires et la fiction. La séquence des cowboys qui fondent en larmes à l'évocation d'un des épisodes de Billy Bat en est la preuve même. Mais avant de devenir un tel monstre, apte à influencer les idées et les habitudes, une histoire doit d'abord devenir une icône. Car toutes les histoires ne rencontrent pas leur public. À l'instar de J.K. Rowling, qui a publié L'Appel du Coucou sous le nom de Robert Galbraith en 2013, et qui se trouvait à la 4709e place des ventes sur Amazon, avant d'en saisir la tête quand a été révélé qu'elle en était l'auteur. Pourtant, si aujourd'hui il existe des compétitions de Quidditch, c'est parce qu'elle a réussi à faire de sa saga Harry Potter une icône. Si en 1993, Wall Street déclarait la mort de la marque, à la suite du vendredi Marlboro, il ne pouvait pas plus se tromper que ça. Le 2 avril 1993, quand Philip Morris International annonce une réduction de prix de 20% de leurs cigarettes Marlboro, pour pouvoir faire face à la concurrence qui vend à des prix bien plus faibles qu'eux, pour le centre financier états-unien, c'était comme déclarer la mort de la marque sur celle du rapport qualité-prix, déclarer la mort de l'image de marque. Pour vous donner un peu de contexte, au début des années 90, il y a une récession qui prend place dans le monde, conséquence du krach boursier de 1987. Face à un pouvoir d'achat diminuant, les consommateurs ont délaissé les marques pour se tourner vers les prix les plus abordables. Devant cette insensibilité aux marques, c'est là que Philip Morris International prit cette décision, abandonnant ainsi toute l'image qu'ils avaient réussi à créer autour de leur marque à coût de millions de dollars de publicité, de sponsoring, de placement de produits et bien d'autres, pour finalement rivaliser avec ceux qui ne misaient que sur leurs produits, que sur le rapport qualité-prix. Mais le fait est qu'au lendemain de la crise, les entreprises qui sont sur le mieux sorties sont celles qui n'ont pas abandonné leur image de marque et qui au contraire ont continué à investir dessus. Par exemple, Nike a augmenté ses dépenses publicitaires de façon faramineuse durant la période de récession, passant de 40 millions de dollars en 1987 à plus de 250 millions en 1993. Ce qui permit à la marque de ressortir de la crise avec des profits 900% plus élevés qu'avant récession. Comme le déclarait Scott Petbury, celui qui a été vice-président marketing chez Starbucks et président marketing chez Nike, les consommateurs ne voient pas de différence énorme entre les produits. Et c'est pour cette raison qu'il pousse à établir un lien émotionnel entre clients et entreprises. Pour ce faire, quoi de mieux que le storytelling? Oui, encore. En sponsorisant certains événements, en finançant des campagnes politiques, en faisant des promotions ciblées, les entreprises créent autour d'elles une image qui véhicule des valeurs auxquelles certaines personnes voudront se raccrocher. On ne vend plus un produit, mais une marque. On ne vend plus un produit, mais une façon de vivre. Dans Billy Bat, on peut observer ce phénomène avec le comics de Chuck Culkin et avec la marque Golden Cola. Commençons par observer le cas de la boisson gazeuse. Au début de l'œuvre, on nous présente la marque comme étant la deuxième du marché états-unien après qu'ils aient réussi à décrocher un contrat des plus juteux leur offrant le monopole en URSS car Nikita Khrouchtchev, dirigeant de ce feu pays, adore cette boisson. Alors là, chapeau, parce qu'on fait difficilement meilleure pub. Réussir en tant qu'entreprise bien capitaliste, bien enfant de l'oncle Sam, à devenir l'unique fournisseur dans le pays du communisme car son dirigeant adore le produit, ça ne peut que créer la tentation de vouloir tester soi-même. Mais là où ce que je vous ai dit en commençant cette partie prend son sens, c'est quand on observe la voie marketing choisie par la marque. On constate une campagne publicitaire harassante. Entre les pubs à la télé qui annoncent haut et fort qu'un réfrigérateur
qui déborde de Golden Cola, c'est un foyer qui déborde de bonheur. Ou encore le fait qu'une partie même de l'intrigue repose entièrement sur un jeu concours organisé par la marque, ou encore les panneaux publicitaires un peu partout. Golden Cola ne veut pas vous laisser une seconde de répit, misant sur différents biais cognitifs pour vous pousser à consommer ce qu'ils produisent, comme par exemple le biais de disponibilité qui consiste à ne pas chercher plus loin que la dernière information enregistrée. Mais comme le dit David Lubars, cadre supérieur chez le groupe Omnicron, les consommateurs sont comme des cafards. On les asperge, et au bout d'un moment, ils sont immunisés. Ainsi, si comme il l'indique, on finit par être indifférent à la pub, il faut alors trouver des techniques toujours plus intrusives pour nous convaincre de consommer le produit. Et pour ce faire, rien de mieux que de créer un cadre de valeur autour de la marque pour donner envie aux gens de la soutenir, car ils s'y reconnaîtraient. Et c'est ce que va faire la famille Goodman en décidant de soutenir le candidat Kennedy à la présidentielle. Opportunisme ou réelle conviction, qu'importe, tant que leur nom se retrouve associé au Parti démocrate et les valeurs qu'elle véhicule. Pour donner un exemple concret qui reste dans la politique mais en prenant un angle différent, en 1990, un journaliste demande à Michael Jordan de prendre position pour la course au Sénat en Caroline du Nord, l'état de son enfance. Le duel opposait un démocrate afro-américain du nom de Harvey Grant au républicain Jesse Helms. Et à la question du journaliste, Jordan répond « Les républicains aussi achètent des chaussures », préférant donc rester neutre sur la question. Et la neutralité est aussi une position, elle exprime aussi son cadre de valeurs. Comme le fait par exemple Timmy Sanada quand il explique que Billy Bat n'a pas d'ennemis, les considérations politiques ou religieuses n'ont pas d'emprise sur lui. De son côté, Culkin Enterprise réussit à élever Billy Bat en icône planétaire. L'avantage avec la BD, c'est qu'il n'y a pas besoin de créer de storytelling autour du produit, car le produit est lui-même le storytelling. Le fil sur lequel le faux Chuck Culkin a décidé d'essayer de danser pour gagner le cœur des gens est celui de la joie et du bien-être que peut apporter Billy Bat. Après tout, la première demande qu'il fait au vrai Chuck Culkin est de dessiner Billy plus doux, plus joyeux. Et même dans la pub qu'il fait des parcs Billyland, le message est clair. C'est l'ami des petits et des grands. Il est extra, super sympa. Billy Bat. Venez tous rencontrer Billy à Billyland, le pays des rêves. Tout simplement un lieu d'allégresse où les malheurs ne se manifestent pas. Ne faisant pas exception à la règle, là aussi le marketing est synonyme d'harcèlement. On retrouve, bien plus encore que pour Golden Cola, de nombreux passages qui parlent de l'émission Billy Bat Hour, hommage direct à l'émission Disneyland qui a bercé l'enfance d'Urasawa et continuation de la caricature de Disney. Cette émission sert de vitrine comics Billy Bat en y diffusant les adaptations animées de l'œuvre papier. Mais le produit de ces émissions ne sont pas les seuls dérivés de la chauve-souris qui amènent du baume au cœur aux fans. On retrouve dans le manga des écussons, des badges, des films et des masques à l'effigie de Billy. Mais l'incarnation la plus puissante de ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on ne vend plus un produit mais une façon de vivre, sont bel et bien les parcs Billyland. À la fin de l'œuvre, il y en a plus de 100 sur la surface terrestre et ce sont les seuls endroits où il fait encore bon vivre et où la joie est permise. Les entreprises dégagent deux gros avantages à ne plus vendre un produit mais une marque. Premièrement, la capacité à influencer le monde dans le sens que l'on souhaite en mettant en avant un cadre de valeurs et d'idées. C'est quelque chose qu'on retrouve à deux reprises dans l'œuvre. Une première fois, quand Tony Goodman, qui souhaitait quitter cette ville remplie de racistes en vitesse pour aller chercher des renforts à Dallas, tombe finalement sur un comics de Kevin Yamagata où Billy Bat dit « La justice n'est pas affaire de bonnes intentions. Elle ne s'obtient qu'en passant à l'action et en versant du sang, des larmes et de la sueur. » le poussant alors à agir lui-même. Alors oui, ce n'est pas le bon Billy Bat, celui qui est devenu une icône, mais comme je vous l'ai dit, l'avantage des BD, c'est qu'elles se suffisent à elles-mêmes pour le storytelling. La deuxième concrétisation, c'est lorsque Duvivier se rend à Komori pour tenter d'acheter le terrain pour y faire construire un parc. Il est tellement amoureux du Billy Bat de Chuck Culkin que même face aux faits avérés, quand The Fool lui explique, date à l'appui, que les premières BD Billy Bat sont de son ressort, Duvivier préfère quand même nier et détruire. Un attachement si fort qu'en conséquence, au moment où il lit la BD que réalise Yamagata, parlant de sa maman qui lui reproche ses agissements, son cadre de valeurs vole en éclats. Mais essayant de s'y raccrocher, il crie ce qui est probablement pour lui une sorte de prière pour tenter de se prouver que tout ce en quoi il a cru n'était pas faux.
Le deuxième avantage lié au fait de vendre la marque avant le produit est la flexibilité que ça offre pour pouvoir se diversifier. Toute personne avec du bon sens sait qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ainsi, la diversification des secteurs d'activité offre une solidité renforcée face aux potentielles périodes de crise. Et la preuve en est qu'à la fin du manga, Culkin Enterprise ne vend même plus de BD, ou en tout cas ce n'est plus leur activité principale qui est désormais celle des parcs. Timmy précisant même qu'il possède 50% des entreprises restantes sur la planète. Ce phénomène a été permis par le fait de vendre la marque et non un produit. Pour l'anecdote, quand Levi's commença à perdre des parts de marché à la fin des années 90 et que les spécialistes associaient cette baisse au fait qu'ils n'avaient pas réussi à créer un mouvement autour d'eux, la journaliste Jennifer Steinhauer écrivit dans les pages du The New York Times « Peut-être que l'un des problèmes de Levi's est de n'avoir aucun soda. À force de devenir aussi grosses et aussi puissantes, obtenant des monopoles considérables, ces entreprises arrivent à un stade où leur importance rivalise avec celle des États. Et ce ne sont pas les GAFAM qui diront le contraire. Dans l'œuvre, c'est quelque chose que Timmy Sanada a bien compris, et il compte bien pousser le bouchon encore plus loin. Il le dit : À notre époque, ce ne sont plus les nations qui mènent la guerre, mais les firmes. C'est Culkin Enterprise qui vaincra la Chine et la Russie. Son discours est sans équivoque issu du mouvement politique de l'anarcho-capitalisme. C'est un courant idéologique qui pense que l'État ne devrait pas exister et que seules les lois du marché doivent prospérer, la propriété privée étant la valeur ultime de leur système de pensée. Dans le tome 19, quand Timmy menace de retirer toutes les licences accordées aux partenaires chinois et de fermer les Billy Land qui s'y trouvent, parce que le gouvernement chinois n'est selon lui pas assez réactif pour faire disparaître la secte de la chauve-souris naissante, il fait là étalage de toute la puissance dont dispose son entreprise qui repose sur un monopole considérable. De la même façon, en 2019, la Turquie a fait passer une loi contre les trusts qui obligeait Android de s'ouvrir à la concurrence, laissant plus de choix sur les moteurs de recherche disponibles. Mécontent, Google a tout simplement retiré tous ses services des futurs téléphones commercialisés en Turquie. Ainsi, dans ce manga, Urasawa et Nagasaki nous proposent une illustration de la façon dont on bâtit une entreprise qui devient assez puissante pour rentrer dans les habitudes des gens, faisant ainsi de celle-ci une puissance que même les États craignent, car ils peuvent abuser de leur pouvoir. Naoki Urasawa est un amoureux de la bande dessinée, et ce manga est la lettre d'amour qu'il adresse à ce médium. En faisant des dessinateurs les pions principaux de son intrigue, ça lui permet de parler du métier qu'il pratique depuis 4 décennies maintenant. Il profite de ces quelques pages pour mener son combat pour le manga papier qu'il soutient de tout cœur. Dans une de ses vidéos YouTube où il annonce la digitalisation de plusieurs de ses œuvres, il explique clairement que son amour va au papier et que pour lui un manga est créé de façon à être lu sur 2 pages en même temps, en opposition à la lecture sur mobile qui peut se faire une page après l'autre. Dans le manga, c'est parce que Timmy Sanada délaisse la version papier qu'Audrey Culkin a l'occasion de relancer les comics de Kevin Yamagata et de ceux de Kevin Goodman. Ce qui est bien joué de sa part quand on observe le nombre de personnes qui attendent le dernier tome de Fujipantaro à sa sortie dans le tome 20. Il va aussi profiter de Billy Bat pour s'amuser à briser le 4e mur à 2 reprises. Une première fois quand on pense que Kevin Yamagata est mort, et une deuxième fois quand Billy s'adresse à nous pour nous expliquer qu'il n'arrive plus à rentrer en contact avec les autres, procédé plutôt rare dans les mangas. Mais là où Urasawa va surtout mettre l'accent en utilisant des auteurs comme personnages principaux, c'est sur 2 points. Le premier est celui des auteurs prophètes, et le deuxième, ce sont les personnages qui prennent vie et qui finissent par dépasser l'auteur. Lorsqu'il écrivait et dessinait 20th Century Boys, Urasawa avait annoncé des événements dans son manga qui se sont par la suite matérialisés dans notre monde. Certains voyant en lui une sorte de potentiel prophète dont les œuvres prédisent l'avenir. Dans Billy Bat, c'est après l'attentat du 11 septembre 2001 que les ventes des BD de Timmy Sanada explosent étant donné qu'il avait prédit l'événement dans les pages de son comics. Ou encore, Kevin Goodman acquiert lui aussi le statut de prophète après avoir dessiné quelques mois en avance la chute du mur de Berlin. Ces auteurs, considérés comme des prophètes, peuvent s'observer sous 2 angles. Il y a d'abord ceux qu'on pourrait qualifier de parieurs. Ce sont ceux qui, à l'image d'Urasawa et Nagasaki, s'imprègnent de l'actualité, des informations, du monde qui les entoure et qui en tirent des conclusions sur ce qui peut potentiellement arriver, comme Timmy et les tours jumelles. Et c'est ce que évoque Morehouse, le successeur de Finney,
à la tête du centre d'études historiques sur Billy Bat quand il dit que quiconque s'intéresse de près aux questions de politique et de relations internationales sait qui est l'individu en question. En parlant du nouveau personnage introduit par Timmy et qui ressemble fortement à Oussama Ben Laden. De l'autre côté, il y a ceux qu'on pourrait qualifier de guides. Et c'est là que la première partie de l'analyse prend son sens, car on peut considérer que c'est en mettant des mots sur ce qu'ils espèrent voir se réaliser que les auteurs peuvent le faire aboutir dans la réalité. Si on prend en compte le succès du comics à l'international dans le manga, on peut se dire que quelques personnes habitant la République démocratique allemande ont eu accès à ces cases, ces bulles, qui décrivent leur situation, et que la simple évocation dans le récit de faire chuter le mur a brisé, petit à petit, une barrière mentale qui leur a permis d'agir. Et on reviendra plus en détail dessus en fin de vidéo, mais c'est là pour moi la nature même des intentions de Billy Bat. Sur un autre plan, comme je vous le disais, Urasawa traite aussi des personnages qui sortent du contrôle de l'auteur. C'est extrêmement marquant dans le tome 14 quand Kevin Goodman dessine un personnage qui veut aller sur la Lune et qu'il a l'intuition que c'est une mauvaise chose, que cela pourrait découler sur la fin du récit, il faut donc absolument empêcher cela. Quand Chuck Culkin lui indique que c'est lui l'auteur et qu'il lui suffit de changer le scénario, Kevin lui rétorque « Ce n'est pas si simple. Case après case, il se rapproche un peu plus de son objectif. » Quelques pages ensuite, Chuck Culkin propose comme solution que le personnage puisse faire une erreur de manipulation. Et après que Kevin lui ait répondu « Ce n'est pas le genre à commettre des erreurs. » Le dessinateur confirme ses propos en affirmant « Évidemment, on ne peut pas aller à l'encontre du personnage. » Mais finalement, l'astronaute ne prononcera pas son vœu et se contentera d'admirer la Terre depuis la Lune, le récit pouvant alors continuer. Pour arriver à cette conclusion, Kevin confie à Chuck ceci. « J'ai eu beau me creuser les méninges, impossible de trouver une idée miracle. Finalement, c'est le personnage qui a trouvé la solution lui-même. » Et comme Urasawa l'a déjà évoqué, il vit pleinement ses histoires. La période de sa carrière où il faisait des mangas de sport était extrêmement éreintante pour lui car il se mettait à la place de ses protagonistes et s'imaginait lui-même sur le tatami ou sur le court de tennis, raquette en main. Il devenait interprète plus qu'auteur, le personnage ayant acquis sa propre conscience. Et ce n'est pas là quelque chose qui se cantonne au milieu de l'écriture, mais plus globalement à tous les univers artistiques qui nécessitent la création de personnages. Un exemple à la fois triste et magnifique est celui de Heath Ledger, qui pour son rôle du Joker dans le film de The Dark Knight, s'imprégna complètement de la psychologie du personnage en passant plusieurs semaines seul dans une chambre d'hôtel, entouré de piles de comics, d'ouvrages sur le Joker ou encore de documentation sur l'origine des clones, ce qui lui permit d'offrir une prestation phénoménale dans le film de Christopher Nolan, volant la vedette à Batman et gagnant même un Oscar au passage pour sa performance. Mais malheureusement, une fois le tournage terminé, tourmenté, il nous quitta d'une overdose, toujours autant plongé dans l'univers fou du Joker. Billy Bat sert donc de plateforme au mangaka pour qu'il puisse se confier auprès de ses lecteurs des difficultés qu'il peut rencontrer, mais aussi la joie qu'il transmet en dessinant, que ce soit à ceux qui consomment ce qu'il crée ou à lui-même. Un des messages que le duo de scénaristes cherche à faire passer est celui de la protection de notre planète, et ce, pour notre propre bien. Ils plantent déjà quelques graines par-ci par-là au début de l'histoire, mais ce sont principalement les derniers tomes qui se font le porte-étendard de ce message. Quand Einstein explique à Zofu que la planète Terre dont disposent les héros de l'histoire est la dernière restante dans tout le multivers, c'est une façon détournée de nous dire à nous lecteurs que la Terre est notre seul foyer, et qu'au rythme où nous polluons, les colonies spatiales sont un projet qui resteront au stade de doux rêves. Ou comme le dit Alexandre Astier dans son interview avec Patrick Baud, dans le cadre du documentaire Chasseurs de monde que je vous invite tous à aller voir, quand on n'a pas fait sa vaisselle, on ne va pas manger chez son voisin. C'est principalement dans le dernier tome que se dégoupille le propos des scénaristes et qu'ils prennent le temps de mettre tout ceci en images. Ils nous disent que si on attend notre salut des entreprises, alors nous courons à notre perte, parce qu'on ne doit pas attendre du problème qu'ils nous donnent la solution. Quand dans l'histoire on passe en 2032, ce qui n'est pas un futur éloigné du nôtre, et que Timmy Sanada réussit à retrouver Kevin Goodman, ils se vantent du nombre de parcs à leur disposition, et de toute la joie de ceux qui ont la chance d'y habiter, mais aussi du nombre d'entreprises qui sont sous son contrôle. Ce à quoi le dessinateur grisonnant lui rétorque « On est toujours heureux de trouver une oasis, surtout quand on erre en plein désert ou que la tempête fait rage. » L'image de l'oasis, c'est-à-dire cette étendue d'eau en plein désert, est ici très claire.
surtout couplée au dessin qui nous montre un monde en perdition où les éléments se déchaînent. Elle indique que les Billy Land sont les derniers endroits sur Terre encore habitables, un paradis pour ceux qui ont pu y étancher leur soif, et un mirage pour ceux dont la gorge brûlante réclame quelques gouttes d'eau. Au début du tome 20, on apprend que Culkin Enterprise produit le tiers des besoins électriques de la côte ouest américaine et de l'Asie. On apprend aussi qu'ils ont fini par racheter les sources d'eau de Golden Cola. Autrement dit, ils ont atteint un niveau de puissance équivalent à celui d'un État. Et pourtant, ça reste une entreprise avec sa logique d'optimisation du gain. Mettant ainsi sous tutelle l'ensemble de la population mondiale, c'est avec le poids croissant de l'entreprise que la planète se courbe avant de bientôt craquer. Ils n'ont pas les mêmes responsabilités qu'un État et ne sont pas responsables devant le peuple, ce qui leur permet une utilisation déraisonnée des ressources dont ils disposent. Coupables de pollution? Oui, mais pire encore, quand on apprend qu'ils ont totalement conscience de leurs actes et qu'ils cachent le tout sous un tapis. Bien que Monica, l'avocate qui finit par se mettre en couple avec Kevin Goodman, réussit à leur faire cracher 550 millions de dollars, le malheur des nappes phréatiques polluées était déjà fait. Amputé d'une telle somme, cela n'empêchera quand même pas Culkin Enterprise de devenir encore plus tentaculaire, nous montrant ainsi que la justice aura toujours un coup de retard sur les entreprises car elle doit attendre que le malheur soit déjà au pas de sa porte pour pouvoir réparer les torts. Je vous mets en description un lien vers un papier d'Antonin Potier qui défend cette thèse et qui explique pourquoi selon lui le capitalisme n'est pas viable avec les grands défis environnementaux. Laisser le pouvoir à ces entreprises, c'est mettre au volant de notre planète une poignée de personnes dont le bien commun n'est pas la priorité. Et ça, Timmy Sanada l'exprime clairement quand il dit « En contrôlant l'eau et l'énergie, on peut sauver de nombreux fans de Billy Bat. » érigeant ainsi ce qu'il souhaite comme valeur suprême qui détermine le droit à la vie. C'est de ça qu'Urasawa et Nagasaki nous invitent à nous méfier. La question principale de ce manga, celle qui sert de fil rouge à l'œuvre, qui nous aura tous tenus en haleine, est celle de l'identité de Billy Bat. De quoi est-il l'allégorie? Que représente-t-il? Quelles sont ses ambitions? Est-il mauvais? Est-il bon? Est-il Dieu? Bref, les questions autour de cet espiègle personnage ne manquent pas. Dans cette partie, je vais vous proposer mon interprétation de celui-ci. Évidemment, je sais qu'il y a d'autres sujets qui auraient pu être abordés, comme la caricature de Disney, la propriété intellectuelle, revenir en détail sur chaque événement historique et le soin du détail apporté par Urasawa, mais disons, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Prenons pas à pas les éléments dont nous disposons. Nous savons que c'est une entité qui s'est divisée en trois, 2 sur Terre et 1 sur la Lune. Billy Lunaire nous apprend qu'il n'a pas de rôle à jouer avec nous, car ce qu'il fait c'est étendre l'univers jusqu'à que celui-ci explose. En revanche, ceux qu'on appelle la blanche et la noire sont intimement liés à notre espèce. L'une d'entre elles en a marre de nous et considère que nous avons eu assez de chance, mais qu'à force de gâchis, il serait mieux que nous disparissions. Tandis que l'autre se présente à nous comme notre phare dans la nuit si nous souhaitons nous en sortir. Alors, la fameuse question, qui est la noire et qui est la blanche? On va se baser sur 2 conversations pour faire nos déductions. Dans le tome 20, lorsque les 2 versions de Billy se parlent, celle tournée vers la droite dit à celle tournée vers la gauche: Le scientifique là, il avait dit de se méfier de toi. Ce à quoi l'autre lui répond: Ah ouais, il était malin lui, il avait le nez creux. On se doute bien ici que les deux parlent d'Albert Einstein. Mais attendez, regardez ce que le Billy tourné vers la droite nous dit. C'est bien dommage que tu aies réussi à embrouiller le dictateur moustachu. Il avait du potentiel. Et vous me direz que les dictateurs moustachus, il y en a plein. Oui, mais les dictateurs moustachus qui apparaissent dans Billy Bat, il n'y en a qu'un, Hitler. Tournons-nous justement vers la conversation entre ces 2 personnages. Dans le tome 13, Einstein est très clair quand il dit à l'allemand ceci. Si la chauve-souris qui vous apparaît est la blanche, la terre entière connaîtra l'enfer. Et vous pouvez être certain qu'à la fin, elle vous trahira vous aussi. Et donc, si on met toutes les pièces du puzzle en place, sur cette fameuse page qui réunit les 3 chauves-souris sur la page 52 du tome 20, en haut, on observe le Billy lunaire, à gauche on a la blanche et à droite la noire. Et pourtant, sur la séquence qui suit, où chacun donne son point de vue, c'est la blanche qui indique quelle est la voie à suivre pour nous sauver en disant « L'humanité a encore de la ressource. Simple question de volonté. » Donc, je résume pour ceux qui ont du mal à suivre.
La chauve-souris blanche, qui est celle dont Einstein dit qu'il faut se méfier et qui a influencé Hitler, se présente à nous comme étant celle qui aide l'humanité. Et là, perplexité, mais Urasawa il est pas logique, qu'est-ce qu'il raconte? Avant de vous énerver, laissez-moi vous parler de la psychohistoire. C'est un concept largement démocratisé par le roman Fondation d'Isaac Asimov. Le scientifique Harry Seldon crée une science qui a pour but de réussir à mathématiser les comportements de l'humanité et ainsi d'anticiper les événements avant leur survenue. C'est un outil puissant qui permet d'emmener l'humanité là où on veut. Les calculs se basent sur la psychologie humaine, l'histoire et les maths. Un des critères fondateurs du bon fonctionnement des calculs est que la population concernée ne soit pas ou presque pas informée des conclusions mathématiques. Pourquoi vous demandez-vous? Tout simplement pour que leur comportement ne change pas, pour qu'ils ne soient pas biaisés, ce qui, à son tour, fausserait les résultats. Car je vous rappelle, les calculs se basent sur les comportements donnés, dans une situation donnée, pour aboutir à ces dites conclusions. Et si je vous parle de ceci, c'est pour vous expliquer les agissements de la chauve-souris blanche, qui, à la fois, est celle qui veut nous aider, mais qui dans le même temps est un danger selon Einstein. En prenant en compte l'idée de la psychohistoire, on pourrait tout simplement imaginer que la chauve-souris sait où elle veut emmener Homo sapiens et que ses calculs, ou du moins ceux qui s'en rapprochent, la poussent parfois à orienter les gens dans une direction qui pourrait nous sembler contre-productive, mais qui, en réalité, suit une logique. Un peu comme quand vos parents vous disiez « tu me remercieras après », pendant qu'ils vous obligeaient à faire quelque chose de désagréable, mais qui d'une manière ou d'une autre vous a vraiment aidé par la suite. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Sauf que la psychohistoire se base sur des éléments précis pour déterminer l'avenir le plus probable. Le mot important dans ce que je viens de dire est probable, car comme l'explique Harry Seldon, ces calculs ne peuvent pas prendre en compte les comportements individuels. Et si un individu s'avère être influent ou puissant, selon son comportement, les calculs peuvent être faussés. Mais dans tous les cas, il faut une base d'informations importante sur Homo sapiens pour pouvoir tirer des conclusions sur ses agissements. Dans le cas de Billy, on sait qu'il a le pouvoir de voyager dans le temps étant donné qu'il peut réaliser ce vœu. Il peut aussi voyager dans l'espace car quand on nous montre les terres issues des multivers, on nous explique que Billy s'envole et quitte la planète une fois l'humanité éteinte. Mais ce qui est important est de savoir s'il peut voyager dans le multivers. Je n'ai pas trouvé d'éléments précis sur ce sujet, la seule chose qu'on sait c'est que Billy est au courant que cette terre est la dernière. Est-ce que c'est parce que ces différentes consciences dans le multivers sont toutes reliées dans une sorte d'ordinateur central? On ne sait pas. Mais si on part du principe qu'il est au courant pour les autres univers, on peut aussi considérer que Billy a les informations sur la façon dont l'humanité a évolué dans chacun de ces mondes. Autrement dit, Billy a à sa portée une infinité de contrefactuels. Sa base d'informations est alors gigantesque et on peut totalement approximer sa capacité d'anticipation à celle de la psychohistoire. Mais comme je vous l'ai dit, finalement, tout ceci ne reste qu'une question de probabilité de réalisation. Et une autre possibilité qui vient se rajouter à ce défaut est que potentiellement Billy n'a tout bonnement pas les capacités de trouver un chemin réellement capable de nous aider, si tant est qu'il en existe un. Ou sinon, parce que les deux individualités de Billy ont tenté d'influencer le monde chacun de leur côté. Les projets d'anticipation de la Blanche étant alors contrés par Billy Noir qui souhaite lui voir l'humanité disparaître. Et c'est un schéma totalement probable car quand Billy Noir dit « C'est bien dommage que tu aies réussi à embrouiller le dictateur moustachu. Il avait du potentiel. » La Blanche lui répond « Ce cinglé allait rendre le monde encore pire que l'enfer. » La Blanche devant alors réparer ce que fait la Noire, ce qui met aussi des bâtons dans les roues de son propre plan de sauvetage de notre espèce. Donc, résumons à nouveau. Il y a 3 Billy qui n'en forment qu'un. Celle sur la Lune s'en fiche de nous. La Blanche essaie de sauver l'humanité en mettant en place un plan qui se base sur les informations accumulées de infini-1 univers. Mais il est obligé de modifier ce dernier et de réparer les agissements de la Noire qui tente, elle, d'en finir au plus vite avec nous. Une chose importante à signaler, c'est que Billy ne peut pas communiquer à sa guise avec qui il veut. Il n'apparaît et ne discute qu'avec une toute petite poignée de personnes. Les règles de qui ou de comment communiquer avec lui ne sont pas clairement définies dans le manga. Il lui est donc absolument nécessaire, si son souhait est d'influencer les comportements, que ce soit pour nous sauver ou nous détruire, de pouvoir transmettre le message souhaité. Et vous m'entendez venir avec mes gros sabots, mais dans la première partie, on a montré la puissance des fictions sur notre espèce. Ainsi, l'arme finale choisie par Billy pour tenter d'orienter le monde comme il se doit est celui de la bande dessinée. Einstein le dit lui-même lors de sa conversation avec le dictateur quand il parle de Zofu. En désespoir de cause, tout reposera sur la capacité de ce dessinateur à effectivement changer le monde. Ou encore, le conseil final de Billy unifié à Kevin Yamagata est simplement « Dessine. Allez, à tes crayons. » Reste à savoir quel Billy s'adressait à nos protagonistes. Dans le tome 20, dans la caverne, quand Goodman rencontre la première chauve-souris,
Celle-ci se moque de lui quand il lui demande d'être guidé, le traitant d'idiot. Et dans les pages d'après, quand le deuxième Billy arrive, il se met à la gauche du premier. C'était donc la noire qui s'était moquée de la requête de Goodman. On peut donc partir du principe que c'est bien la blanche qui s'adressait aux deux Kevin. Mais malgré tout, une fois Billy Bat redevenu une seule entité, celui-ci se moque à nouveau des humains qui cherchent à être aidés. On va faire un raisonnement de bas étage, mais partant du principe que la blanche et la noire n'étaient pas d'accord sur le sujet, on a un score de 1 partout entre guider et laisser faire. Reste donc à savoir quel camp Billy de la Lune voulait prendre, en partant du principe que laisser faire pour Billy Noir revient à laisser l'humanité aller droit dans le mur. Lors du passage de Kurusu sur la Lune qui rendait visite à Billy Lunaire, quand il lui demande pourquoi l'avoir manipulé toute sa vie, Billy répond qu'il ne l'a jamais fait et que c'est ce qu'il a cru, faisant alors écho à la page de droite où celui qui se fait appeler maître lui dit que tout ne dépendait que de lui. On peut donc partir du principe que c'est 2-1 pour le camp du laisser-faire après réunification des 3 Billy et que c'est pour ça qu'il ne laisse aucune directive à la fin à part de dire à Goodman de faire de son mieux avec son crayon et ses feuilles blanches. Bon, on a là beaucoup d'éléments et il est donc temps de récapituler ce qu'est Billy Bat et d'essayer de trouver de quoi est-il l'allégorie. Billy est une entité divisée en 3. Il y a tout d'abord Billy Lunaire qui s'en fiche de nous et qui représente simplement les lois de la nature. Puis il y a la blanche qui veut nous aider et enfin la noire qui veut nous voir disparaître. La blanche essaie de sauver notre espèce mais ses plans sont bousculés par la noire. Et j'ai bien dit notre espèce et non la Terre, car cette dernière nous survivra bien longtemps après, d'où le message écologique de l'œuvre qui n'appelle pas à sauver notre planète, mais nous-mêmes. La blanche a choisi que le meilleur moyen d'influencer les gens à agir comme il faut sont les fictions et plus précisément les BD. Ainsi, pour sauver l'humanité, Kevin Goodman n'avait qu'une chose à faire, dessiner. Et c'est exactement ce qui se matérialise dans une des planches de fin quand le gamin brandit son comics Billy Bat et dit qu'à son tour il dessinera des BD pour sauver le monde. Tant que l'espoir vit, l'humanité a une chance. Ainsi, s'il ne fallait donner qu'un mot pour dire ce que représente Billy, question compliquée que voici, je partirai sur la confiance de l'humanité. Est-ce que c'est une réponse satisfaisante? Non, je n'en ai pas l'impression. Il est probablement plus un mélange de plusieurs choses qu'une chose unique. Alors je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà pour cette vidéo analyse de Billy Bat. Comme je vous l'ai dit, je sais qu'il y avait encore d'autres choses à aborder, mais cette vidéo ne se voulait pas être exhaustive. Et même dans ce que j'ai abordé, je me suis peut-être fourvoyé sur mes interprétations, et je vous laisse me faire les remarques nécessaires. J'espère tout de même que cette vidéo vous a plu, que vous avez potentiellement appris des choses ou eu des éclairages sur l'œuvre, et n'oubliez jamais, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et moi je vous dis à la prochaine.